Quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, écrivait Madame de Sévigné dans sa correspondance. À l'heure où l'on échange de moins en moins, où les portables ont remplacé les sujets de conversation, des couples au resto par exemple, ou à table en famille, eh bien question que je vous propose d'explorer aujourd'hui tous ensemble. Comment sauver tout simplement la conversation? Nous en parlons avec mes trois invités qui sont Céline Guillaume. Bonjour Céline. Bonjour Marie-Ange. Vous qui dirigez toujours La Procure, le groupe La Procure, qui se porte bien. On est très heureux de l'apprendre. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le petit dernier. Vous étiez d'ailleurs venu en parler dans cette émission Quête de sens. Mener le bon combat aux éditions du CERF. Cette en tout cas d'être revenu aujourd'hui. David Le Breton est en ligne avec nous. Bonjour David. Oui, bonjour Marianne. Ravi de vous retrouver dans cette émission Quête de sens. Vous qui êtes toujours professeur de sociologie, d'anthropologie, membre du laboratoire interdisciplinaire en études culturelles à l'université de Strasbourg, membre senior de l'Institut universitaire de France. Vous avez écrit une quarantaine de livres. On se souvient de votre précédent ouvrage autour de la marche, cher David Le Breton. Et vous revenez cette fois avec la fin de la conversation, avec un point d'interrogation tout de même. La parole dans une société spectrale, c'est moi qui ai réécrit l'histoire de votre livre. Dans une société spectrale aux éditions Métayer. Merci d'être en ligne avec nous, David Le Breton. Et enfin, Gérald Garouti. Bonjour Gérald. Bonjour Marion. Qui revenez dans cette émission, vous qui êtes toujours le fondateur et le directeur du Centre des Arts et de la Parole. Vous avez lancé récemment les États généraux de la parole, ce n'est pas par hasard. Et vous avez écrit « Il faut voir comment on se parle ». On est bien dans notre sujet aux éditions Actes Sud, qui vient d'être traduit en anglais, n'est-ce pas? Quel honneur, bravo. Merci. Ce qui veut dire qu'on en a besoin de se parler d'abord et de comprendre pourquoi on se parle aussi mal et aussi peu. David Le Breton, qu'est-ce qui a inspiré votre livre, la fin carrément de la conversation? Non, n'oubliez pas le point d'interrogation quand même. Mais ce qui a inspiré le livre, évidemment, c'est le fait simplement déjà de sortir de chez moi et de voir partout sur les trottoirs, dans les arrêts de bus, dans les trains ou ailleurs, de voir d'innombrables personnes prosternées, pour employer un vocabulaire religieux, prosternées sur leur portable, qui n'ont plus aucune attention envers les autres, ni même envers leur environnement par ailleurs, qui sont donc dans un univers fermé sur lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que je dis dans le livre que le smartphone est devenu l'instrument royal de l'hyper-individualisation de nos sociétés contemporaines. Ouais. Et le lien social, on le voit bien, est énormément abîmé. Et tout le monde, énormément de gens en tous les cas le disent, le pensent, mais en même temps on est quelque peu désarmé. Donc j'ai voulu mener une analyse anthropologique de cette espèce de disparition du visage, de l'autre, dans la simulation, puisque finalement l'écran c'est la simulation du monde. Évidemment ce n'est plus le monde dans sa réalité, ce n'est plus le territoire, c'est la carte. Et nous sommes aujourd'hui fascinés, hypnotisés, colonisés également par la carte, par le smartphone, par les réseaux sociaux, dont il faut aussi rappeler que les réseaux sociaux sont la plupart du temps la propriété de gens qui font partie de tout ce qu'on peut détester dans le monde d'aujourd'hui, Zuckerberg, Elon Musk et autres, qui sont des libertariens, qui considèrent que que la liberté d'expression doit être absolue, même pour les gens qui sont contre, qui veulent détruire la liberté d'expression. Ouais. On est dans un monde incroyablement ambigu, ambivalent, très compliqué. Gérald Garouti, David Le Breton parle dans son livre de zombies penchés sur leur smartphone. J'ai même du mal à le dire, tellement à mon avis, je me sens coupable même en le lisant, puisqu'on l'est tous en plus. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on sait qu'on sert ces GAFA, comme, pour ne pas répéter ce que vient d'évoquer David Le Breton. On sait que ça nous nuit, et pourtant on le fait, quoi. On continue. Oui, c'est le propre de l'addiction. On sait que on peut savoir ce que c'est que le bien et on fait le pire, comme le dit une célèbre maxime. En effet, un manque d'attention dans tous les sens de l'attention. C'est-à-dire à la fois le fait de prendre l'autre en considération, lui accorder du respect, de la reconnaissance, et l'attention au sens de la vigilance. Donc nous sommes devenus, comme le dit, nous sommes absents au monde, c'est ce que disait Rimbaud, mais au sens poétique, mais nous sommes absents à l'autre
et nous sommes absents à nous-mêmes. Nous sommes 3 fois absents, triplement fantomatiques, triplement ectoplasmiques, et en effet pris dans ces écrans en plasma à 2 dimensions qui nous enferment dans une espèce de narcissisme 2.0, c'est-à-dire de miroir dans lequel on contemple du même avec une disparition de l'altérité, puisque ces algorithmes sont fabriqués pour nous renvoyer à 2 émotions de base, l'identification, c'est-à-dire ça me ressemble donc c'est bien, ou au contraire c'est distinct, ridicule, grotesque, haïssable, c'est-à-dire le clash qui permet de générer du cash. Donc on est effectivement face à des machines qui sont des rouleaux compresseurs mondiaux, industriels. On est très loin de l'artisanat des pigeons voyageurs. On est passé à d'autres échelles. Et c'est effectivement un effort de volonté gigantesque que de résister. Et il faut tous les artifices possibles. Alors les temps d'écran, les limitations, les réunions, on laisse les portables à l'entrée, les modes avion... toutes les tentatives assez pathétiques pour limiter ce qui est devenu finalement une sorte de trou noir de nous-mêmes à la fois comme individus et collectivement. Ouais. Et c'est vrai que merci les livres, et heureusement qu'ils sont là. Je voulais dire les deux en même temps, c'est drôle. Mais effectivement, Céline Guillaume, heureusement que les livres sont encore là pour, en tout cas, nous proposer une sorte de conversation. Entre nous et nous, et avec le monde. Avec l'auteur, déjà. Et l'auteur. Mais c'est vrai que, alors effectivement, en tant que libraire, je défends beaucoup le livre papier, parce que je pense que le livre papier a des vertus aussi que n'a pas le livre numérique. Le livre numérique, on est de nouveau sur un écran, de nouveau en mode de fonctionnement au niveau cérébral, zapping, etc. Je passe d'une page à une autre, et puis je vois une notification, donc éventuellement j'ai quitté mon livre pour faire autre chose, etc. Alors que le livre papier ne vous dérange pas. Vous l'avez, vous l'ouvrez, d'abord, il y a énormément de choses à apprendre. Je pense que le livre papier développe vraiment l'intelligence individuelle et collective et apprend effectivement à être en dialogue avec un autre, ne serait-ce que l'auteur. L'auteur et puis tous les personnages du livre. Je suis en train de lire, par exemple, Solzhenitsyn, Le Pavillon des Cancéreux, qui est un livre pas très drôle, mais magnifique. Et vraiment, je retrouve Solzhenitsyn dans toute la splendeur de son écriture. Enfin, c'est absolument magnifique. Et on voit dans ce Pavillon des Cancéreux combien le dialogue entre les différents patients, qui sont quand même dans un truc pas très drôle, avec des souffrances, c'est magnifique de voir, d'être en dialogue avec ces gens, de découvrir ces vies. Donc le livre apporte une première forme, en tout cas, de dialogue et de présence à la voix d'un autre. C'est étonnant, David Le Breton, on est arrivé déjà, on a commencé l'émission il y a à peine quelques minutes, on est déjà sur les livres. Qu'est-ce qui se passe? On a quitté la conversation dans la salle. Oui, parce que je pense que vous avez invité des personnes qui sont dans la résistance d'une certaine manière. Et la lecture d'un livre, c'est en effet un retour à l'intériorité, mais à une intériorité qui est paradoxalement un peu partagée. Comme on l'a en effet quand on lit un livre, on est en dialogue avec les différents personnages. Je dirais d'ailleurs la même chose du cinéma. Je regardais à nouveau hier soir l'un des grands films de Francesco Rossi, Trois frères. J'étais bouleversé d'un bout à l'autre du film et je me disais aujourd'hui ce serait impossible de filmer comme ça. Les personnages n'auraient absolument plus du tout ce type d'échange, de dialogue, d'intensité de leur présence les uns aux autres. Donc effectivement, d'ailleurs j'ai beaucoup écrit sur la marche, qui est aussi un retour à l'intériorité, à la méditation intérieure. Bon, il y a beaucoup de formes de résistance. C'est pour ça que j'ai tenu quand même à mettre un point au titre de mon livre, à la fin de la conversation, parce qu'il ne s'agit pas de faire du moralisme et de partir, de moraliser le monde pour dire aux autres ce qu'il faut faire, simplement. Mais je pense par ailleurs qu'il y a une manière d'analyser les choses, et je pense que l'anthropologie est de cet ordre-là, qui permet de prendre conscience des ambiguïtés, des ambivalences qui sont les nôtres face à ces outils techniques, par exemple. Ouais, et effectivement, parce qu'on pourrait se dire, on le sait, Gérald Garouti, on le sait, maintenant, voilà, on peut devenir des zombies si on se laisse aller à cette addiction dont vous avez parlé tout à l'heure. Je crois que David Le Breton parle de Smoby pour mettre en valeur la contraction entre smartphone et zombie. Mais effectivement, la résistance, ça commence déjà en levant la tête de son écran, par exemple dans un train, dans un café. C'est quoi la première résistance au fond, à part la lecture, bien évidemment, dont on a parlé ensemble tout à l'heure. La première on résistance... donne des bonnes nouvelles quand même. Comment on remet la conversation La première résistance, c'est l'écoute. La première résistance, c'est l'écoute. Avant le regard. C'est-à-dire
mais ça va ensemble. D'accord. Au théâtre, quand on parle d'écoute, Ouais. on parle aussi d'adresse, c'est-à-dire la manière de regarder D'adresse? l'autre, Ah, je savais pas. adresser quelqu'un, D'accord. l'adresse à quelqu'un. On parle de l'adresse au sens où ça n'est pas la dextérité, c'est pas l'habileté, c'est Ouais. le fait de s'adresser à quelqu'un. Donc une adresse C'est à comme une quelqu'un. réplique, en fait, c'est ça, c'est l'art de... C'est l'art de regarder l'autre, de parler à l'autre, de prendre en considération l'autre. La manière de résister, puisqu'on en est en effet là, et donc on est dans un horizon qui n'est pas celui des utopies positives, mais celui de tenter déjà de ne pas se faire complètement écraser. Ça commence par l'écoute, par en effet le regard, et par ce mouvement double qui est à la fois la présence, l'incarnation, et la prise de distance, ce que permet notamment, en effet, le livre et la lecture. Ouais. Et quand Emmanuel Kant dit « j'appelle public la société des gens qui lisent », il fait la différence avec la foule, avec ceux qui ne sont pas constitués, ceux qui n'ont pas d'esprit critique. Au contraire, ceux qui lisent, parce que le livre va permettre de prendre de la distance, ne serait-ce que physiquement, d'avoir une matière entre ses mains. Et en effet, là, le livre, moi je suis né dans les livres, comme l'écrit Sartre, je pense que je mourrai dans les livres. Je vis grâce au livre, la procure, d'ailleurs je l'ai beaucoup adoré, fréquenté dans mes années au quartier latin. C'est un endroit magnifique et je vous remercie de le faire vivre. Et véritablement, le livre est le livre physique dont on tourne les pages, comme on tourne le temps, et n'est-ce pas simplement qu'on zappe, qui est un objet avec des traces, qui d'ailleurs paradoxalement va durer plus longtemps que des puces qui vont disparaître, puisqu'on a des codex qui datent de milliers d'années, alors qu'il faut des outils pour pouvoir déchiffrer des choses qui sont périmées au bout de 10 ans, 20 ans. Ce livre nous permet de prendre une distance et en même temps, pour reprendre votre terme, David, que j'aime beaucoup, d'avoir une conversation. Qu'est-ce que c'est que la littérature? Sinon une immense conversation de l'humanité avec elle-même depuis des milliers d'années. Qu'est-ce que le livre? Sinon, en effet, c'est pensées qui se passent. Alors oui, Platon a trahi Socrate puisqu'il a écrit ce qui était oral. Et donc il nous faut à la fois la conversation orale vivante, c'est ce que dit Descartes. Comment savons-nous que nous ne sommes pas des machines? Comment savons-nous, nous trois, autour de cette table, et vous, David, qui êtes une voix, mais qui est dans la présence de la voix, disons, eh bien, comment savons-nous que nous ne sommes pas des machines? Nous le savons parce que nous sommes en conversation. Vous ne savez pas ce que je vais dire. C'est énorme de se rendre compte, de réaliser cela, je trouve. Oui. Et David Le Breton, d'autant plus à une époque, alors je crois que vous le dites un peu, vous l'écrivez, mais vous n'êtes pas, même si vous n'êtes pas le seul à faire ce constat, ce malheureux constat, qu'on n'a jamais quand même autant communiqué, et on a quand même des conversations sur les réseaux, même privés, parfois des conversations écrites, mais pour vous, c'est pas ça la conversation? Non, si vous voulez, je peux rapidement définir Oui. ce que j'entends par conversation. D'abord, évidemment, c'est un visage à visage. On a les yeux sur le visage de l'autre de façon mutuelle. Il y a un engagement également dans la conversation. Il y a une place du silence également, c'est-à-dire on peut se taire ensemble pendant quelques secondes, quelques minutes pour réfléchir. Il y a une attention à l'autre, en effet, qui est absolument essentielle. C'est une attention, c'est-à-dire une reconnaissance. Et je pense que la conversation, c'est une forme de consécration, justement, de la reconnaissance mutuelle. Il y a aussi une découverte de l'autre dans la conversation, parce qu'il y a toujours une part d'incertitude. Quand on commence un échange, on ne sait jamais très bien à quel moment ça va finir. Il y a une pratique, en effet, de l'écoute, comme le dit très bien Gérald. Il y a un agrément également qui réside en elle-même. Il y a le plaisir de converser avec l'autre ou de lire un livre ou autre. Et puis, converser, c'est échanger du sens, c'est-à-dire non pas échanger des informations. Alors, j'oppose évidemment conversation à communication. Dans la communication, vous n'avez plus de corps, il n'y a plus de visage, ce qui est redoutable évidemment en termes de violence, en termes de harcèlement et autres. Donc, absence de corps, absence de visage. On est dans le zapping, c'est-à-dire on a une attention extrêmement flottante. Il y a un utilitarisme également la plupart du temps de l'échange, une recherche d'information et pas de sens. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et à cet égard, d'ailleurs, il y a une anecdote que je ne voudrais pas oublier de citer en cours de route sur l'attention qu'on doit porter à l'autre quand on lui parle. C'est une petite fille qui parle à son père qui est dans l'obsession d'écrire des SMS ou autre et qui ne prête guère attention à elle. La petite lui dit « Papa, tu m'écoutes ?» Le type lui répond « Oui, je t'écoute ». Et la petite a cette phrase absolument magnifique, elle dit « Papa, je veux que tu m'écoutes avec tes yeux ».
Voilà. Wow. Je ne peux pas le dire mieux que... Oh, que c'est beau, ça. mais c'est triste en même temps. Mais Ouais. c'est très triste, oui. Ouais, c'est affreux. Bref, j'espère que ça peut réveiller des personnes qui nous écoutent et qui réalisent pour de bon cette fois. Hein. Dieu sait qu'on le dit et qu'on le répète presque dans toutes les langues dans cette émission Quête de sens, à quel point cette petite bestiole rectangulaire nous fait de mal et fait du mal surtout à nos enfants et aux liens et à la transmission évidemment et de la parole et de tout le reste. Céline Guillaume, on peut quand même mentionner que par exemple à la Procure, il y a quelque chose à la Procure et dans d'autres librairies un peu de ce style-là et d'autres formes de boutiques, mais c'est vrai qu'il y a un côté très convivial, c'est vrai, à la Procure. Et les gens se parlent. Vous me disiez que les jeunes et les gens se parlent. Absolument, mais merci Marianne de le souligner. Non, effectivement, je pense que ce qui distingue notre métier de beaucoup d'autres, alors d'abord par rapport aux autres métiers du commerce, le fait d'être libraire, quand les gens entrent chez nous, j'ai envie de dire, ils ont une attente particulière. Ils ne viennent pas acheter une paire de chaussures vertes ou une cravate bleue. Ils veulent quelque chose et parfois ils ne savent pas quoi d'ailleurs. Le nombre de personnes qui entrent et qui disent « je voudrais acheter un livre mais je ne sais pas lequel », vous êtes libraire, voilà. Eh bien là, on est obligé d'écouter souvent d'abord un silence et puis de sentir quelle peut être l'attente de la personne, de lui poser quelques questions. Donc c'est vrai qu'on est dans l'art de la conversation en tant que libraire et c'est magnifique. Je dirais c'est... Je pense la partie que tous les libraires préfèrent par rapport à tous les réceptions de commandes, de colis, de livres, de logistique, etc., qu'on a à traiter aussi. La rencontre avec le client, c'est le plus beau de notre métier. Et c'est ça qui rend notre métier aussi riche et aussi magnifique. Ouais. C'est la rencontre. Alors avec des livres, on passe notre temps dans les livres aussi, mais surtout avec le client, avec celui qui va, la personne qui va entrer. Et on la considère pour ce qu'elle est. Et si on veut être capable de lui faire une proposition ajustée à son attente, il faut l'écouter, il faut la regarder, parce que beaucoup de choses se passent aussi dans le regard. Et ça, des anecdotes, on pourrait en raconter tous autant libraires que nous sommes dans le monde du livre. On a tous des anecdotes magnifiques à raconter. Moi, je me souviens d'une dame, il y a longtemps, qui entre. En ce moment, je ne vais pas bien, conseillez-moi un livre. Comme chez le docteur, quoi. Essayer de sentir de quel ordre est ce mal-être, c'est pas évident. Et puis en quelques questions, questions, cette dame confie qu'elle a perdu sa fille il y a plus de 10 ans, qu'elle ne s'en remet pas. Sa fille s'est suicidée, elle est dans une dépression profonde, et voilà. Et donc après, essayer de l'orienter, est-ce que quelque chose de spirituel ou pas peut l'aider ou pas? Ça fait quelques années, je ne sais plus ce que je lui ai recommandé comme livre, mais elle est repartie rien que de la voir arriver à la sortie du magasin avec le livre qu'on lui avait recommandé. Elle semblait déjà apaisée quelque part et ressentir une certaine consolation, le mot est peut-être trop fort, j'irai pas jusque-là, mais au moins apaisé, un certain réconfort d'avoir pu peut-être trouver quelque chose qui l'aiderait à avancer, à faire ce chemin de deuil tellement difficile. Et ça sont des situations qui nous arrivent très fréquemment. Donc on doit être à l'écoute. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la résistance et l'écoute, justement, il y a une phrase d'un père du désert que j'aime beaucoup. Je me dis, vous savez, quand on ne sait plus comment tourne le monde, il faut se tourner vers les pères du désert. Ces hommes, ces moines, des grands sages de l'âme humaine qui partaient au désert dans les premiers siècles pour se mettre à l'écart, trouver Dieu, et ils trouvaient d'abord leur propre démon intérieur. Et donc, c'est vraiment des spécialistes de l'âme humaine, de tout ce qui agite l'âme. Et il y a cette très belle phrase de l'un d'eux, ils ont des noms impossibles, et je ne sais plus lequel l'a dit, mais dire que le contraire de la parole n'est pas le silence, mais c'est l'écoute. Wow. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Et je trouve cette phrase magnifique. Le contraire de la parole, ce n'est pas le silence, c'est l'écoute. Et quand on commence à écouter, alors mon côté un peu dominicain aussi fait que dans l'art de la prédication, où on parle plus qu'on écoute, eh bien justement ce qu'on apprend, c'est avant de parler, il faut d'abord se taire et écouter. Écouter la parole de Dieu, écouter la parole d'un autre, écouter le monde comme il va ou comme il ne va pas, avant d'essayer de pouvoir apporter soi-même une parole qui ait un peu de sens, un peu de réconfort, un peu d'humanité, un peu de charité, un peu de fraternité, tout ça. Les paroles dans le vide, par exemple. Alain Chamfort, on se retrouve juste après. Les uns disent oui, les autres disent non, et il y en a peut-être même qui ont raison. Les uns disent blanc, les autres disent noir, et si c'était gris, va-t-en savoir. Comme quand je lance des paroles dans le vide, au refrain d'une chanson rapide, comme quand je lance des paroles
un fond de musique légère, ce qui reste c'est l'air. Les uns disent gauche, les autres disent droite, c'est souvent pareil, mais enfin soit. Les uns disent oui, les autres disent non, avec les mêmes points d'exclamation. Comme quand je lance des paroles dans le vide, de ma voix de chanteur timide, comme quand je lance des paroles en l'air. Tout est vrai, tout est son contraire, ce qui reste c'est l'air. Les indices blancs, ce qui reste c'est l'air. Les autres disent noir, ce qui reste c'est l'air. Tout le monde parle bien fort, et il y en a peut-être même qui n'ont pas tort. Les uns disent pile, les autres disent face. On a beau gratter sous la surface, ce qui reste c'est l'air. 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 Et nous voici de retour dans cette émission en quête de sens autour de cette histoire de la conversation, ou plutôt comment la sauver. Y a-t-il des issues de secours pour la conversation ? David Le Breton la questionne en tout cas dans son dernier ouvrage, La fin de la conversation, point d'interrogation bien évidemment, dans une société spectrale. On va définir, enfin vous allez nous définir exactement ce terme spectral sur la couverture de votre livre, David Le Breton, on l'a toujours pas fait. Oui. Cet ouvrage aux éditions Métaillé. Nous sommes également en compagnie de Céline Guillaume, présidente du groupe La Procure, cette belle librairie qui a écrit plusieurs ouvrages, dont le petit dernier, Mener le bon combat, Saint-Paul versus les légionnaires, la Légion étrangère, aux éditions du Cerf, et puis Gérald Garuti, qui est fondateur et directeur du Centre des Arts et de la Parole, lui qui a dirigé récemment les États généraux de la Parole. Il faut voir comment on se parle, c'est le titre de son dernier livre aux éditions Actes Sud qui vient d'être traduit en anglais. Voilà qui est rappelé pour les petits retardataires qui nous auraient rejoints à l'instant même. Spectral, ça veut dire quoi exactement, professeur David Le Breton ? Spectral, pour moi, ça veut dire que nous vivons dans une société de fantômes, une société fantométique. Donc très souvent, quand j'arpente les rues de Strasbourg, mais de beaucoup d'autres villes du monde, je me dis, mais il n'y a plus personne, je suis seul, je suis dans un monde où je suis une sorte de relique, je suis dans une forme d'anachronisme. Si je veux demander mon chemin, par exemple, à quelqu'un, je vais avoir énormément de mal parce que je fais preuve moi-même de civilité à l'encontre de tous ceux qui font preuve d'incivilité et qui sont partout et qui sont justement inaccessibles. Donc je ne vais pas vouloir déranger quelqu'un qui a des casques sur les oreilles ou qui est en train de pianoter sur son téléphone portable. Ouais. Donc combien de fois il m'est arrivé, à 2 pas de l'endroit que je cherchais, de ne pas trouver, enfin d'attendre en tous les cas un bon moment pour voir quelqu'un
qui marche le nez au vent et en regardant le monde autour de soi pour oser l'interpeller, lui dire monsieur, madame, savez-vous, oui justement, telle librairie de Bordeaux. C'est incroyable quand on y pense. Vous vous rendez compte, David Le Breton, je me faisais le même constat que vous. On n'a pas tout à fait le même âge, mais c'est pas du tout pour vieillir, c'est pour vous dire à quel point j'ai découvert récemment à quel point je suis un dinosaure pour cette société. J'ai découvert qu'aux États-Unis il y a quelques années, quand je voyais tous ces hommes et ces femmes avec des oreillettes dans les oreilles, jamais en France, on est assez fous pour mettre ça dans nos oreilles. Et là, qu'est-ce qu'on voit au resto, dans les terrasses, quand on s'assoit, ne circule que, et même sur les terrasses, on est entouré de gens avec des oreillettes, donc impossible d'entamer la moindre conversation, les amis. On est d'accord, Gérald et Céline? C'est terrible ce constat, effectivement, Gérald. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On leur dit... on fait des signes, oui. Les oreilles bouchées, littéralement. Les oreilles bouchées, et donc on a d'ailleurs l'impression constamment de déranger. Moi, je suis frappé souvent dans des lieux qui sont censés être des lieux d'accueil, où des personnes sont censées accueillir les gens à l'extérieur, ils sont sur leur téléphone. C'est vrai. Et donc, on les dérange. Donc, c'est l'inverse de l'hospitalité et de l'accueil, c'est-à-dire on fait intrusion dans cette espèce d'absence de regard, en effet un peu fantomatique, et la définition que vous donniez tout à l'heure, David, la conversation était parfaite. Ça implique la présence, ça implique le regard, et puis ça permet une chose qu'on n'a encore pour l'instant pas évoquée ensemble, qui est la rencontre. C'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé. Vraiment, la rencontre. La rencontre, c'est cette part d'aléa, de surprise, d'inconnu. Moi, je me dis, à chaque instant, il est possible de rencontrer quelqu'un. On est un peu sur Terre pour rencontrer les autres, a priori. On ne fait qu'y passer. On est nous-mêmes traversés. On est à la fois passeurs et passés. Et on est là pour se rencontrer. Et pour se rencontrer, en effet, ça suppose l'ouverture, le fait de déboucher les oreilles, d'ouvrir les yeux, d'avoir ce regard et cet égard vers l'autre et sur l'autre. Ce que disait Lévinas, le visage, comment le visage de l'autre me convoque. Et comment il va y avoir cette rencontre. Et le visage de l'autre me convoque, c'est ça qu'il disait. Oui, le visage de l'autre me convoque au sens où il m'enjoint une forme d'éthique, une forme de considération. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand vous avez Doudou357 anonyme sur les réseaux sociaux, pour lequel, qui n'a ni visage, ni consistance, ni, et terme qui me semble fondamental, d'autant plus quand on parle d'art de la parole, et du théâtre en particulier, l'incarnation. Il n'y a pas de voix, quoi. De l'incarnation. Il n'y a pas de timbre de voix et d'incarnation. Et pour parler des livres, et j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez tout à l'heure, Céline, il y a ce texte, cet essai de Montaigne, qui s'appelle « De trois commerces ». 3-3, c'est très facile à retenir, c'est exactement 3-3. Et les trois commerces dont parle Montaigne, commerce au sens de relation, et donc pas commerce commercial, mais commerce au sens de l'échange, de rencontre, justement. Le commerce avec les hommes, qui de son point de vue est l'amitié. Le commerce avec les femmes, qui va être l'amitié ou l'amour, pour lui. Et puis le troisième commerce, c'est le commerce avec les livres. Le troisième commerce, la troisième relation, la troisième rencontre, la troisième conversation. Effectivement, dans cette tour qu'il avait, cette bibliothèque. Et donc, en effet, la rencontre, que ce soit avec les vivants en chair et en os, incarnés là, ou ceux d'autres temps, d'autres époques, avec les voix qui sont encore présentes et qu'on fait vivre par les livres. Donc je pense que cette question de la rencontre va à l'inverse de ce que vous nommez spectral, si je vous ai bien compris, David, c'est-à-dire des fantômes qui, eux, ne se rencontrent jamais. Vous voyez, ce qu'un homme ne dit pas, c'est le sel de sa conversation. Ça, c'est un proverbe japonais que j'avais dégoté ici ou là. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en poursuivant cette conversation, j'ai l'impression que en étant purement dans l'utilitarisme de l'échange informatif, comme le disait tout à l'heure David Le Breton, en fait, on perd complètement non seulement l'intelligence de la conversation, mais le sens de la nuance, c'est-à-dire les non-dits qu'il y avait dans les films jadis. Il y avait énormément de silence, vous voyez, l'intrigue se mettait en place différemment d'aujourd'hui. Là, il y a du mot. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que du remplissage, musique, mots, j'en sais rien. Mais c'est... David Le Breton, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je suis d'accord avec vous. Il y a une saturation de
j'ose pas dire de la parole, parce que c'est, disons plutôt une saturation de la communication qui tue la communication, puisqu'en effet, on l'a dit, elle est sans visage, elle est sans corps, elle est surtout sans silence, parce que regardez ce que fait le silence quand on est avec ces outils numériques, on va appeler ça une panne. Hein, je ne t'entends plus, ça passe plus. Attends, je te rappelle tout à l'heure. Alors que si vous êtes assis dans un café ou chez vous avec un ami ou une amie, on peut très bien se taire ensemble pendant un long moment parce qu'on médite. Les marcheurs, par exemple, le savent très très bien. Ils peuvent être dans une intense communion devant la beauté d'un paysage, ils se regardent, il n'y a pas de mots nécessaires à prononcer, on est dans la contemplation du monde, et vous avez raison également de dire qu'on vit de plus en plus dans un monde sans nuance, sans prise en compte de l'ambivalence, et ça j'y vois et ça se traduit évidemment dans le wokisme et dans les débats, dans l'absence de débat plutôt qui caractérise le monde d'aujourd'hui, le refus du compromis et autres. C'est bien parce que le monde informatique nous a appris à trier le monde entre le oui ou le non. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas dans l'informatique toutes les nuances entre le jour et la nuit. Or, on sait qu'il y a des milliers de jours, des milliers de nuits, et on nous enjoint de dire c'est oui ou c'est non, pour savoir. Mais non, mais dans la vie, justement, c'est jamais le oui ou le non. Mais par contre, quand on est formaté sur le plan cognitif par ces outils, eh bien, on a du mal à se dégager justement de ces formes de manichéisme. Et on se laisse choyer par les algorithmes comme des petits bébés gâtés. Enfin, je sais pas. Céline Guillaume, je me venge un peu aujourd'hui. Céline, allez-y. Oui, réagir à ce qui a été dit. Mais oui, je rejoins complètement ce que dit David sur ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi sur la rencontre. En fait, je pense que la force de la rencontre, c'est le temps. La rencontre nécessite et donne le temps. En fait, là, vous voyez, on est autour de cette table où par téléphone, on entend la voix de David Le Breton et une voix, Dieu sait qu'elle porte beaucoup de choses en elle-même. D'ailleurs, même si on est tous un peu désolés que vous n'ayez pas pu vous joindre à nous aujourd'hui. Mais c'est vrai que la rencontre, la parole, la conversation nécessite du temps, de prendre le temps. On s'exprime pas. On voit la rapidité des échanges sur les réseaux sociaux, WhatsApp, que sais-je. On va très vite. Ça y est, j'ai vu, tout de suite je réponds. J'en fais partie. Hein, c'est terrifiant. Raison, on ne se donne pas le temps. Résultat, il y a une violence. Vous l'évoquez, je pense, dans votre livre. Il y a une violence. Moi, je suis effarée par la violence des propos qui peuvent être tenus aujourd'hui dans la société. Dans les plateaux de télévision, quand il y a des débats, mais de quoi s'agit-il ? Il n'y a plus de débat, les gens ne s'écoutent plus, passent leur temps à se couper la parole, à s'interrompre. Enfin, je trouve ça vraiment difficile à entendre et à écouter pour le coup. Et nos hommes et nos femmes politiques ne nous donnent pas l'exemple. Il y a une violence dans les mots utilisés, les gros mots. Moi, je fais la chasse aux gros mots depuis toujours à mes enfants, mais pas que parce qu'ils ne sont pas beaux, mais parce que je pense que l'usage du gros mot est une perte du langage. Enfin, c'est un appauvrissement du langage, de la façon de s'exprimer, de dire nos pensées, d'exprimer nos pensées, nos sentiments. Et donc, vraiment, mais fuyons les gros mots, faisons l'effort de trouver les mots pour dire ce que l'on pense ou ce qu'on le ressent. C'est tellement important. Ouais, c'est un bel exemple. Gérald, je ne sais pas si vous dites beaucoup de gros mots dans votre vie. Mais... tout le temps, bien sûr. J'en dis aussi, mais j'essaie de les fuir. Oui, mais la question est celle j'allais dire, de l'arc-en-ciel des possibles. Et si on est uniquement dans quelque chose qui est binaire, qui est pouce en haut, pouce en bas, ce que faisaient les empereurs pour donner la mort ou donner la vie. Nous sommes dans ce monde-là, nous sommes des petits empereurs, des petits roitelets qui pouvons donner la mort et la vie d'un pouce en haut, d'un pouce en bas. C'est une ère de jugerie, pour employer un néologisme qu'avait inventé Brecht. Il parle de la jugerie, c'est le mauvais jugement. Le fait qu'on passe son temps à juger tout, et effectivement avec une violence qui est une violence qui est encouragée par ce côté abrupt et cette brutalité. Ça veut dire le fait d'être dans l'instant et la réaction. On confond la spontanéité et l'authenticité. On pense que ce qui est spontané, ça veut dire ce qui va sortir de soi, littéralement, sans filtre. Voilà, comme si c'était une qualité d'être sans filtre. Voilà, la lumière du soleil sans filtre tue. D'accord, si elle n'était pas filtrée par l'atmosphère, elle tue. Donc la question de la canalisation, le fait de filtrer, de donner forme, de sublimer, de transformer ce qui est sinon de l'énergie qui peut être purement destructrice, eh bien, ça fait partie d'un travail de civilisation, au sens fort du terme. Ouais. C'est-à-dire un travail d'élaboration, qui effectivement
demande ce temps que vous évoquiez, Céline. Ça demande du temps. Et nous n'avons plus le temps. Plutôt, nous ne prenons plus le temps. Il y a un proverbe en anglais qui est « time we don't have, time we make ». La question n'est pas d'avoir le temps, mais de prendre le temps. Ouais. Faire le temps, on dit en anglais, mais prendre le temps. Donc faire le choix de prendre le temps. Et toujours pour parler de cet auteur allemand Brecht, il y a une dispute dans une pièce entre un couple. Cercle de craie caucasien. Ils se disputent. Et l'homme dit à un moment, écoute, nous ne pouvons pas nous disputer maintenant parce que pour une bonne dispute, il faut du temps. Et nous n'avons pas le temps. Et c'est tellement vrai. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait du temps pour le début, le milieu de l'intrigue et la fin de l'intrigue. Voilà. Enfin, de la dispute, quoi. La disputatio, d'ailleurs. Hein, Oui, pour reprendre le vocabulaire de Céline Guillaume, si je puis dire. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, je voulais terminer sur une touche un peu poétique et philosophique. David Le Breton, je crois que c'est dans votre livre, vous dites à un moment donné que le retour de la vraie conversation est une forme d'exil de la liberté. C'est ça que vous dites ou pas ? C'est une forme en tout cas de voie vers la liberté intérieure, liberté tout court. Oui, une voie plutôt vers la liberté plutôt qu'un exil, évidemment. Oui, un exil, c'est évidemment une manière de retrouver le lien social qui est énormément mis à mal aujourd'hui, une manière de retrouver le visage de l'autre, c'est-à-dire une attention, une écoute, une sensibilité également, retrouver un monde sensible qui ne soit plus uniquement celui de l'émotion, comme le pointait d'une certaine manière Gérald tout de suite. On est dans un monde où il y a une prééminence de l'émotion absolument vertigineuse, mais l'émotion n'est pas l'argumentation. Et l'émotion n'a pas toujours raison, bien au contraire. Et l'émotion empêche en même temps la conversation, c'est-à-dire le débat, l'échange, le visage à visage. Et quand le visage de l'autre a disparu, vous avez tout le surgissement de la violence parce qu'on est anonyme, on n'a plus de compte à rendre et on peut détruire l'autre en toute tranquillité. C'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de collèges, de lycées ou sur énormément de réseaux sociaux où la violence prime sur la considération, la reconnaissance de l'autre. Everybody's Talking, pour terminer cette avant-dernière partie d'émission. Harry Nilsson sur Radio Notre-Dame et RCF. À tout de suite. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I
Everybody's talking. Eh bien, on en rêve aujourd'hui. Sauver la conversation. Comment faire pour la sauver, cet art de la conversation même, hein, comme on l'évoquait au XVIIIe siècle, je crois, si je ne me trompe pas, David Le Breton. En tout cas, vous qui avez écrit une quarantaine de livres, notamment sur la marche, vous qui êtes professeur de sociologie et d'anthropologie, et qui avait écrit cet ouvrage « La fin de la conversation » chez Métayer. Merci également à Céline Guillaume d'être là, qui présidait La Procure. Menez le bon combat à lire et à découvrir aux éditions du Cerf, évidemment, et Gérald Garouti, fondateur et directeur du Centre des Arts et de la Parole, qui avait écrit cet ouvrage « Il faut voir comme on se parle » chez Actes Sud, qui vient d'être traduit en anglais. C'est dire l'urgence, évidemment. J'ai pensé évidemment à votre livre en écoutant tout à l'heure, juste avant de nous séparer, David Le Breton, qui évoquait il ne reste plus que la violence, quoi. En gros, tellement on a perdu tout le reste, hein, tout le fond, tout ce qui permet d'argumenter en douceur, enfin en tout cas même de débattre. Hein. C'est vrai qu'on en parlait avec des confrères récemment. Sur des radios concurrentes que je ne citerai pas, il y avait des émissions de plusieurs minutes, voire qui duraient carrément 1 heure ou 2 heures, et les gens débattaient pour de vrai, quoi. Aujourd'hui, on n'imaginerait plus jamais, on n'imaginerait pas ça une seconde, hein. Enfin, c'est même le débat en lui-même, il a volé en éclats finalement d'une certaine façon. Mais il a volé en éclats parce que, pour reprendre un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, Marie-Ange, et qui me paraît fondamental, le débat est un art. C'est un art. Et c'est bien pour ça que je parle des arts de la parole, parce que je considère que, notamment, au même titre que le théâtre, que la poésie, que la conférence, eh bien, le débat et le dialogue sont des arts de la parole, ce que j'appelle les 7 arts de la parole. Et le fait de considérer déjà qu'il y a une différence entre le débat et le dialogue, ça veut dire que tout échange n'est pas une confrontation. Puisque le dialogue, c'est échanger, et le débat, c'est confronter des points de vue. Et on confond aujourd'hui le dialogue avec le débat avec le combat, et le combat avec la destruction de l'autre. Donc il y a une sorte de confusion totale qui aboutit à cette radicalisation de la parole, dans tous les sens du terme, avec une forme de violence, alors que, et c'est le propre de tout art, un art, ça s'apprend, ça se travaille, ça se développe. La conversation est un art parce que c'est un art aussi qui s'apprend. Le débat obéit à des règles, voilà, des règles d'écoute, des règles de réponse. Moi, je suis frappé, par exemple, dans les fameux média training, on apprend exactement comment ne pas débattre. C'est-à-dire, vous ne répondez pas aux questions, hein, surtout. Surtout, vous venez avec vos propres réponses, et quelle que soit la question qu'on vous pose, vous allez répéter votre message. Vous allez surtout bien répéter plusieurs fois pour bien enfoncer dans le clou de l'oreille de l'auditeur, histoire qu'il ait, et avec les fameux éléments de langage. Les éléments de langage. On ne connaît que ça, nous, ici, à Radio Notre-Dame. Je ne vous crois pas, Ça veut dire que ce sont les petites pastilles, les petites balles, hein, avec cette parole balistique, c'est-à-dire qu'on va balancer sur l'autre, qu'on va littéralement pour percuter. C'est le contraire de l'écoute, là. C'est le contraire de l'écoute. Et en fait, ce sont simplement des choses qui vont être des petits instantanés, non pas de parole au sens fort du terme, mais des petits bouts de communication qui vont devoir impacter l'autre. Eh bien, pour moi, la parole n'est pas seulement impact, elle est relation. Elle est relation, elle est rencontre. Et donc, en effet, ça se travaille et ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'au Centre des arts de la parole, eh bien, on prône l'enseignement des arts de la parole à l'école. Dès l'école. Wow. Justement, j'allais vous parler des enfants et poser la question à David Le Breton, ça tombe très bien. Je crois que vous évoquez dans votre livre les impacts, malheureusement, sur nos malheureux petits bouts de chou, David Le Breton, en bout de chaîne, si je puis dire, hein, de cette terrifiante révolution de la conversation, pour ne pas dire la fin. David Le Breton est toujours avec nous ? David Le Breton était... Ah, il est parti. Eh ben, on va peut-être essayer de le joindre à nouveau. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé voir sa réponse. Peut-être que Céline Guillaume, du coup, a une idée sur la question. Vous qui avez des petits-enfants et puis de nombreux enfants, ça pose un problème aujourd'hui quand même, une inquiétude. Complètement, mais il suffit de regarder autour de soi. Effectivement, on l'évoquait en début d'émission, dans la rue ou les restaurants ou les lieux publics. Et quand on voit des parents, et encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit. Je pense qu'il s'agit plus d'une prise de conscience qui est nécessaire. Et je fais partie de ceux qui utilisent trop facilement leur téléphone, etc. Mais quand on voit des parents qui donnent le téléphone à leur enfant
pour avoir la paix, parce que c'est pas simple d'éduquer des jeunes enfants. On le sait tous. Enfin, ceux qui ont eu des enfants savent combien ça peut être exigeant, difficile, etc. Donc, c'est vrai que l'écran peut sembler un outil pratique, entre guillemets, mais en fait, il faut être très attentif d'abord. Et puis surtout, l'enfant, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur « Papa, écoute-moi avec tes yeux », ce que je constate, je pense, si on lit un livre papier qu'on a sur les genoux, un enfant vient vous déranger, vous allez laisser votre livre tout de suite de côté pour être attentif à l'enfant. Alors que je pense que quand on a un écran dans les mains, si l'enfant vient vous dire quelque chose, en fait, oui, mais en fait, on n'écoute pas. On ne l'écoute pas et on reste les yeux rivés sur l'écran. Alors que sur un livre, on quitte le livre très volontiers pour faire attention à l'autre. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a... Et donc, le livre permet la conversation sous toutes ses formes et permet aussi de passer d'une conversation à une autre. Dans le livre, avec l'auteur, les personnages, à celui qui me rejoint physiquement dans l'immédiateté, tout de suite, sans le faire attendre, d'être présent, d'être pleinement en présence, je pense. C'est la grâce de la présence, j'ai envie de dire, la conversation, en fait, la rencontre. Alors, comment ça se manifeste, votre transmission auprès des petits si je vais aller droit au but, Gérald Garaudy, justement, pour éviter ce que vient d'évoquer Mais ça signifie qu'on peut, à tout âge, pour les petits, mais ça vaut aussi pour les grands d'ailleurs, on peut transmettre les arts de la parole et que ça commence en effet par l'apprentissage de l'écoute. Moi, je milite pour l'apprentissage de l'écoute, pas simplement de l'empathie. Il y a eu des cours d'empathie qui ont été proposés, donc c'est un bon début. Mais l'écoute va beaucoup plus loin, puisque ça permet de prendre en compte véritablement l'autre dans l'ensemble de ses dimensions, d'entrer dans un échange, d'avoir aussi un regard critique, c'est le cas de le dire. On parle de regard et d'égard, et ça prend des formes multiples. Ça veut dire que et c'est un travail qu'on est en train de mener, de faire en sorte que, pas simplement pour le grand oral qui est parachuté en terminale et où tout le monde a peur, à commencer par les examinateurs, qui sont quasiment plus terrifiés que les élèves, parce que ils doivent interroger sur des matières qui ne sont pas forcément les leurs. Ah, c'est vrai. Donc ça veut dire que vous avez par exemple un professeur de sciences physiques qui va devoir écouter un exposé en littérature. Alors c'est intéressant, mais moi je n'aimerais pas mettre en situation, pour avoir été à de nombreux jurys de concours d'éloquence ou autres, ou de théâtre, je n'aimerais pas être mis en position de juge sur une matière qui n'est pas la mienne. Donc, tout cela se travaille. Et ça veut dire, à tous les âges, transmettre... vous savez, par exemple, en Angleterre, moi, je fais la moitié de mes spectacles en Angleterre depuis une vingtaine d'années, l'après-midi, les élèves jouent du Shakespeare. Ça veut dire que, étonnamment, ils n'ont pas de problème de confiance pour prendre la parole à l'oral. Ils n'ont pas de problème de synchronisation. Tous les enfants font ça. À l'école, le théâtre n'est pas simplement une activité récréative qui permet de se détendre, mais ça permet de savoir ce que c'est que l'écoute, d'incarner sa parole, justement d'être dans le dialogue. Ça permet de faire troupe. Donc tous ces arts de la parole, en fait, ce sont des arts de la vie. Ce sont des arts qui permettent de vivre ensemble, d'incarner ce qu'on est, d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit. Regardez le nombre de discours qui sonnent faux, qui sonnent creux. On ne croit plus. Entre la défiance et la violence, la parole est dévaluée. Donc, tout ceci s'apprend, et ça s'apprend aussi en entreprise, ça s'apprend aussi sur les lieux de travail. Toutes les questions de harcèlement, les questions d'isolement. On est contacté par des gens qui nous disent « Écoutez, vous pouvez intervenir dans votre entreprise parce que les gens sont dans des bureaux voisins, ils s'envoient des mails. Au lieu de se parler, on a du mal à faire venir les gens, à engager, la question de l'engagement. Comment on fait en sorte que les gens s'engagent? Par exemple, certains discutent pour un contrat d'embauche, ils ne se présentent pas pour le signer. Ça veut dire que toute la question de l'engagement, la question de l'implication, la question de la cohésion, comment on fait corps, comment on est ensemble, engagé dans quelque chose à construire, eh bien, cette question est transversale, cette question de la parole individuelle et collective est transversale. Eh bien, tout ça, ça se travaille, ça demande du temps, mais ça se forme. Et donc, on n'est pas obligé de se dire que tout est foutu, pour employer un gros mot, que tout est fini. On peut se dire que ça se travaille et qu'effectivement, eh bien, il faut entrer dans cette démarche-là pour pouvoir améliorer collectivement les choses. Et prendre garde à nos téléphones, à se dire, est-ce que je ferais pareil si j'avais un livre? C'est vrai que c'est une bonne question que soulevait tout à l'heure Céline Guillaume. Si vous avez d'autres astuces comme ça avec les petits, dites-le nous tout de suite. Effectivement. Et puis le fait surtout d'avoir l'impression de maîtriser le savoir. Ça, c'est quand même un élément assez étonnant. Autrefois, pendant ce temps-là, on devise... En fait, je me dis souvent, vous savez, à table, il y a toujours un, à table, que ce soit en famille ou entre amis, qui a son téléphone pour chercher la réponse à une question qu'on se pose. Autrefois, il n'y avait pas ça.
Donc on continuait en fait à parler, à échanger. Et là, on parle d'autre chose et tout à coup celui qui a cherché la réponse revient sur le sujet, donc rebalance la réponse et il casse en fait la conversation qui était en train de... en fait, ça va hyper loin cette affaire de smartphone omniprésent, Oui, c'est vrai. qui remplace complètement les échanges même simples du quotidien, quoi, Gérald. Oui. Et là aussi, ça demande un peu un effort, l'effort de ranger, de ne pas regarder, d'accepter de ne pas savoir, de ne pas avoir réponse à tout. Tu vois, j'ai eu une discussion comme ça avec quelqu'un, il me dit « Ah, bah moi je sais tout ». Je dis « Ah bon ?» Ah oui, moi je sais tout. Je suis le fils de Mirandole. Ah mais c'est merveilleux, moi c'est une chose que je n'oserais jamais dire. Je sais tout. Ah bon ? Ben oui, regarde, pose-moi une question. Je lui pose une question, il sort son téléphone, il regarde sur Wikipédia. Je lui dis « Ah bon, tu sais tout ?» Alors, tu peux me dire quel est le point commun entre Einstein et Picasso, s'il te plaît ? Et là, il ne le savait plus, bizarrement. La réponse n'était pas sur Wikipédia, n'était pas sur Internet, n'était nulle part. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans l'intelligence au sens premier de capacité à faire des liens. Ouais. On vous a nommé Pontifex tout à l'heure. Par exemple, ça veut dire la créatrice de ponts, puisque c'est ce que vous faites. J'ai pu sortir du studio, mes filles vont être... Non, mais vous créez des ponts, voilà. Et la question, littéralement, l'intelligence, c'est la capacité de relier des choses entre elles. Se parler, se relier, le fait de créer des liens. Et ça se perd aussi, si je comprends bien. Ça se perd, mais ça se travaille. Et je vais donner une technique. Voilà. Par exemple, un exercice qu'on fait quand on fait des ateliers. S'entraîner à ne pas préparer sa réponse pendant que l'autre est en train de parler. C'est assez fou quand même. Dans des échanges, vous parlez, puis la personne en face de vous a déjà, en fait, la réponse avant même que vous ayez terminé de parler. On est tous un peu comme ça ou pas ? Naturellement, je me rends pas compte. On est devenus comme ça, peut-être. On est devenus comme ça. On a tendance à l'être un peu plus parce qu'on est en mode réponse, comme si on était des machines avec des modes. D'accord ? On est en mode. Donc, on répond. Et ça ne laisse pas le temps du suspens. C'est vrai. Le temps du silence. Bien souvent, qui fait peur. Ce temps-là. Vous savez que ce temps-là, attention, quand on est à la radio, il y a une alarme qui se met en route. 3 secondes de silence. Exactement. Warning. Écoutez, il nous reste quelques toutes petites, il me reste même une seule minute, alors c'est pas beaucoup. Céline Guillaume, David Le Breton, malheureusement, a dû nous quitter il y a quelques instants. Je rappelle son livre La fin de la conversation avec un point d'interrogation. Est-ce que vous avez encore j'avais une question vraiment, alors là, complètement... j'aurais pu la poser au début de l'émission. Est-ce que vous avez encore des conversations à table ou pas ? Les uns les autres, Céline. Oui, parce que les téléphones ne participent pas. Ah, d'accord. Voilà, ils sont en dehors de la table. Ah non, pas du tout, non. Ouais. Et juste, je dirais la bonne nouvelle quand même, suite à cet échange que nous avons eu, c'est que nous sommes des êtres incarnés. Et ça, pour l'instant, nous sommes en chair et en os et ça ne changera pas demain matin. Donc c'est la bonne nouvelle qui ne peut que nous pousser à aller vers l'autre, incarné aussi, et à vouloir le découvrir, faire sa connaissance, le rencontrer et discuter avec lui. C'est bien vrai ce que vous dites, Céline Guillaume. Et Big Brother et Big Mother, comme le dit, je crois, David Le Breton dans son livre, n'auront pas notre peau aujourd'hui. Voilà. Certainement pas. En tout cas, Gérald Garotti, merci. Céline Guillaume, merci également. David Le Breton, on le remercie évidemment aussi. La fin de la conversation donc pour son livre Au métayer. Je le rappelle, Céline Guillaume menait le bon combat aux éditions du Cerf et une conversation entre Saint-Paul et la Légion étrangère. Et ça non plus, c'est pas sur Wikipédia. Et Gérald Garotti, merci à votre livre Il faut voir comment se parle aux éditions Actes Sud. Et en anglais chez Polity. Chez Polity. Watch your words. Ah, c'est beau, quel accent magnifique. Merci les amis, bonne soirée à tous. Et continuez de parler, d'échanger surtout, sans téléphone.